Ici, nous apprenons l'existence de la lecture scénique à partir du docteur Touré Aboubakar Cyprien, qui théorise, certes, ces publications ne sont pas éditées, donc elles sont encore inédites. Nous espérons pouvoir les éditer dans un moment opportun. Donc, le docteur Touré Cyprien dit que la lecture scénique est la lecture que fait le metteur en scène juste là. C'est-à-dire que le metteur en scène décide de mettre en scène, pour ne pas faire des répétitions, mais pour être plus clair, une pièce de théâtre. Lorsqu'il lit, qu'est-ce qu'il voit dans le texte pour la représentation? Il s'arrête là. Il ne fait pas de choix. Voilà ce qui est la ligne de conduite de la lecture scénique. Dans ce ordre d'idées, nous développons la lecture scénique à partir d'un carrefour de disciplines, la rhétorique, la sémantique, la linguistique et bien d'autres méthodes pour affiner ce qu'il a dit. Mais soulignons d'abord que d'entrée, que la lecture scénique prend ses origines au XVIIIe siècle avec Ephraim Lessing, un dramaturge allemand. La dramaturgie en Allemagne, il faut la considérer de deux sortes. C'est maintenant qu'elle arrive dans sa deuxième conception en France, mais voici les deux différentes conceptions de la dramaturgie. La dramaturgie d'abord est la science de composition du texte. Comment composer un texte de théâtre? Donc la liste des personnages, les didascalies, internes comme externes et autres. La dramaturgie, considérée dans l'acception allemande, se définit comme la perspective scénique dans le texte. Donc, un dramaturge qu'on retrouvera dans le dictionnaire de Patrice Pavis à la définition 2, c'est un lecteur du texte pour la mise en scène. Cette fonction est institutionnalisée en Allemagne. Elle est différente du metteur en scène. Il peut arriver que le metteur en scène soit son propre dramaturge, mais dans la majeure partie des cas, en Allemagne, les deux fonctions sont dissociées. C'est en France qu'on peut combiner. Il arrive que les deux fonctions soient combinées. Et certains metteurs en scène recusent le dramaturge parce que pour eux, le dramaturge, c'est quelqu'un qui est payé à ne rien faire, parce qu'eux-mêmes, ils peuvent le faire. Si nous prenons le cas d'un Italien comme Giorgio Strehler, il travaillait à table, c'est-à-dire que lui-même analysait son texte pour la représentation. Donc, il n'avait pas besoin de dramaturge. Mais le texte de théâtre étant un texte littéraire, certains metteurs en scène se sont rendus compte qu'ils n'ont pas les compétences littéraires pour analyser le texte. C'est pourquoi ils ont fait appel à des dramaturges. Mais celui qui a les compétences nécessaires pour analyser un texte n'a pas nécessairement besoin d'un dramaturge. Mais tout cela est lié à la sociologie du théâtre, on va dire plus particulièrement l'économie du théâtre. Bernard, un célèbre metteur en scène, a produit un article paru aux éditions du Seuil dans ce sens. La condition économique oblige le metteur en scène à choisir un certain nombre de personnages, un certain nombre d'espaces, parce que si la manne financière n'est pas assez élevée, il va s'en dire qu'il doit faire des coupes budgétaires. Ainsi donc, il ne pourra pas engager un interprète du texte. Il sera obligé de le faire soi-même. Cela ramène encore à deux conceptions de la mise en scène, qui est la mise en scène autotextuelle et la mise en scène idéologique. Qu'est-ce que ça dit? Le texte de théâtre existe. Formellement, il a été édité. Nous voulons la représenter, pour prendre notre cas. Nous lisons la pièce, nous sommes à mesure de représenter textuellement ce que le texte dit. Certainement, il y aura quelques petites déformations. Ça, c'est la mise en scène autotextuelle, ce que le texte dit. Et la mise en scène idéotextuelle est une mise en scène, on va dire, entre guillemets, factice. C'est celle qui a cours dans le XXe siècle et le XXIe siècle, parce qu'elle est une déformation de l'idéologie de l'auteur. Ce n'est plus ce que l'auteur veut dire qui est porté sur la scène, mais c'est l'idée du metteur en scène. Je vais prendre un exemple assez banal. Bertolt Brecht écrit une pièce du nom de L'irrésistible ascension d'Arturo
Yu au XXe siècle. Il m'est venu à l'idée comme ça, en lisant un certain nombre de textes, que cette ascension assez fulgurante peut être mise en scène au XXIe siècle avec la figure de Macron. L'arrivée de Macron au pouvoir est assez fulgurante, personne ne peut le cacher. Donc le théâtre peut transformer cette ascension d'Arturo Ui, la transposer sur la figure de Macron. D'où les querelles entre les politiques et le théâtre, qui a vu l'affaissement du théâtre par un financement assez bas. Sinon, aux origines, avec Louis XIV en France, je reste dans ce cadre, le financement du théâtre était probant. Des acteurs comme Molière avaient 1000 livres par mois afin de produire, parce que Louis XIV lui-même se rendait au théâtre pour suivre certaines représentations. Mais de nos jours, l'affaissement du théâtre est dû au fait que le théâtre peut modifier sa conception idéologique de départ pour la faire porter vers des hommes politiques. Je peux prendre un autre exemple, si vous permettez, très rapidement, avec l'immense Zadi Zaourou, qui écrit L'œil. L'œil, c'est l'histoire d'un politicien, un véreux politicien, dont la femme a perdu un œil. Ce politicien veut racheter l'œil d'une tierce personne ou voire brigander l'œil en kidnappant quelqu'un. On voit bien dans notre monde africain qu'au cours des élections, à l'approche des joutes électorales, il y a plusieurs disparitions. Donc aujourd'hui, on peut mettre en scène l'œil en transposant l'idéologie des Zadi, qui date des années 70, à celle d'aujourd'hui. Et vous voyez que là, si je vais au Centre national d'action culturelle, à l'INSAC, au ministère de la Culture pour solliciter un financement, il n'est pas évident que j'obtienne ce financement parce que pour eux, le théâtre va les dénigrer. Sinon que le théâtre est un véritable vivier d'emploi. Un bâtiment de théâtre, c'est au moins une 50aine de personnes à employer. Donc pour les politiques qui parlent d'entrepreneuriat et autres, ils peuvent déjà créer des centres dramatiques nationaux, comme le cas en France, pour employer des jeunes. Montrer aux jeunes que le théâtre est aussi son petit frère, le cinéma, parce que le cinéma, c'est le petit frère du théâtre, qu'ils peuvent employer. Ce sont peut-être des disciplines à intégrer dans notre cursus scolaire, soit de manière optionnelle, mais dire aux enfants, aux jeunes frères, que le théâtre, le cinéma et bien d'autres activités sont de l'emploi. L'emploi, ce n'est pas uniquement le bureau.